Bonjour à tous, je m'appelle Dr. Amit Chopra. Je suis psychiatre et spécialiste du sommeil et je travaille actuellement au Massachusetts General Hospital à la Harvard Medical School. Je vais parler de l'évaluation et de la prise en charge de l'insomnie chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur, une comorbidité à la fois courante et complexe à traiter en milieu psychiatrique. Commençons par rafraîchir nos connaissances sur la physiologie de base du sommeil et de l'éveil avant d'aborder le sujet de l'insomnie. Le contrôle du cycle veille-sommeil a été considéré comme le résultat de deux processus distincts, le processus C et le processus S. Le processus C reflète notre horloge biologique interne qui maintient nos rythmes quotidiens en synchronisation avec le cycle lumière-obscurité de près de 24 heures de la Terre. Le processus S, ou la pulsion homéostatique de sommeil, est défini comme la pression de sommeil qui s'accumule dans notre corps au fur et à mesure que notre temps d'éveil augmente. La pulsion homéostatique de sommeil est directement proportionnelle à la durée de l'éveil, qui correspond au temps écoulé depuis le dernier sommeil et à la durée du sommeil antérieur. Le noyau suprachiasmatique, NSC, situé dans l'hypothalamus antérieur, joue le rôle de pacemaker circadien. Notre horloge biologique interne est influencée par des indices environnementaux ou Zeitgeber, dont le principal est la lumière du jour. La mélatonine est une hormone sécrétée par la glande pinéale pendant l'obscurité. Elle est associée à la suppression de l'éveil par son action sur le noyau suprachiasmatique, SCN, ce qui facilite le sommeil. Le sommeil à ondes lentes pendant le sommeil nocturne est un marqueur de la pulsion homéostatique du sommeil. Le substrat neurobiologique de la pulsion homéostatique du sommeil n'est pas entièrement compris, mais il semble que l'adénosine, un neurotransmetteur inhibiteur dans le SNC, joue probablement un rôle dans l'accumulation de la pulsion du sommeil, tandis que la caféine est censée favoriser l'éveil en bloquant la signalisation de l'adénosine dans le cerveau. Les troubles dépressifs majeurs ont été associés à des perturbations marquées des rythmes circadiens. En outre, la dysrégulation des gènes de l'horloge a été impliquée dans le développement des troubles de l'insomnie et des troubles dépressifs majeurs. Le trouble dépressif majeur a été associé à un dérèglement de la pulsion homéostatique du sommeil en raison d'anomalies de l'activité EEG à ondes lentes pendant le sommeil. Découvrons maintenant l'architecture normale du sommeil. Le sommeil normal se compose de mouvements oculaires non rapides ou sommeil non paradoxal, qui représente 75% du sommeil, et de mouvements oculaires rapides ou sommeil paradoxal, qui représente 25% du sommeil. En règle générale, il y a 4 à 6 cycles séquentiels de sommeil non paradoxal, suivis d'un sommeil paradoxal toutes les 90 à 120 minutes pendant le sommeil nocturne. Le sommeil non paradoxal est divisé en 3 stades, le stade N1, le stade N2 et le stade N3. Le sommeil passe à l'état d'éveil par le stade N1, également appelé sommeil léger. Le stade N1 représente jusqu'à 5% du sommeil et se caractérise par des mouvements oculaires lents et des ondes θ dont la fréquence est comprise entre 4 et 8 Hz. Le stade N2 constitue la majorité du sommeil, environ 45 à 50%, et se caractérise par des fuseaux de sommeil et des complexes K. Les fuseaux de sommeil sont de courtes bouffées d'activité oscillatoire neuronale d'une fréquence de 11 à 16 Hz qui durent au moins 0,5 secondes. Les fuseaux de sommeil sont générés par le noyau réticulaire thalamique et on suppose qu'ils stabilisent le sommeil et sont associés à la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Les complexes K sont des ondes négatives nettes immédiatement suivies d'une composante positive qui dure plus de 0,5 secondes. Le stade N3 du sommeil est également appelé sommeil à ondes lentes et constitue 20% du sommeil. Le stade N3 du sommeil se caractérise par des ondes lentes d'une fréquence de 0,5 à 2 Hz et des formes d'ondes EEG de grande amplitude. Les comportements de parasomnie tels que les terreurs du sommeil ou le somnambulisme pendant le sommeil non paradoxal surviennent généralement pendant le sommeil N3. Le sommeil paradoxal représente 20 à 25% du sommeil et se caractérise par des ondes de faible amplitude et de fréquence mixte, des ondes en dents de scie, des mouvements oculaires rapides et une atonie musculaire, à l'exception des muscles oculaires et du diaphragme. L'atonie musculaire en sommeil paradoxal, c'est-à-dire la perte de tonus musculaire pendant le sommeil paradoxal, est causée par l'activation des cellules cholinergiques du tronc cérébral qui produisent une inhibition des motoneurones spinaux, empêchant ainsi la réalisation de l'activité onirique liée au sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal se divise en 2 phases, le sommeil paradoxal tonique et le sommeil paradoxal phasique. Le sommeil paradoxal tonique est un état parasympathique caractérisé par l'absence de mouvements oculaires, une diminution de l'amplitude de l'EEG et une atonie musculaire. En revanche, le sommeil paradoxal phasique se caractérise par des mouvements oculaires rapides, des contractions des muscles squelettiques, une augmentation de la variabilité du rythme cardiaque, une dilatation des pupilles
et une augmentation de la fréquence respiratoire. Comprenons maintenant le rôle des neurotransmetteurs dans le maintien du cycle veille-sommeil. Les neurotransmetteurs qui favorisent l'éveil sont l'acétylcholine, le glutamate, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, l'histamine et l'orexine, également appelée hypocrétine. Les principaux centres d'éveil du cerveau sont le noyau tubéro-mammillaire qui sécrète de l'histamine, le noyau du raphe dorsal qui sécrète de la sérotonine, le locus coeruleus qui sécrète de la noradrénaline, le cerveau antérieur basal qui sécrète de l'acétylcholine et l'hypothalamus qui sécrète de l'orexine ou de l'hypocrétine. Les neurotransmetteurs qui favorisent le sommeil non paradoxal comprennent l'acide gamma-aminobutyrique ou GABA, la mélatonine, l'adénosine et la galanine. Le principal noyau favorisant le sommeil non paradoxal est le noyau préoptique ventrolatéral ou VLPO dans l'hypothalamus. On pense qu'il inhibe les principaux systèmes d'éveil monoaminergiques ascendants en libérant des transmetteurs inhibiteurs, principalement le GABA et la galanine. Les neurotransmetteurs qui favorisent le sommeil paradoxal comprennent l'acétylcholine, le glutamate, le GABA et la glycine, qui est également responsable de l'atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal. Les noyaux tegmentaux, pédonculopontins et latérodorsaux du tronc cérébral, dont la transmission est cholinergique, ont des projections principalement vers le thalamus et ces structures jouent un rôle important dans la régulation du sommeil paradoxal. Comment se produit la transition entre le sommeil et l'éveil? L'existence de circuits neuronaux, mutuellement inhibiteurs ou de bascules, contrôle les transitions entre les états de veille et de sommeil. Les connexions mutuellement inhibitrices dans les bascules permettent des transitions rapides et complètes entre les états de vigilance. Cependant, elles sont intrinsèquement sujettes à l'instabilité. L'un de ces commutateurs est constitué de neurones à l'état de veille, notamment le noyau préoptique ventrolatéral, ou VLPO, situé dans l'hypothalamus, et de neurones à l'état de veille, notamment les neurones noradrénergiques du locus coeruleus, les neurones histaminergiques du noyau tubéro-mammillaire et les neurones sérotoninergiques des noyaux du raphe dorsal. L'autre interrupteur est constitué de neurones REM-on, tels que le noyau pontin sublatérodorsal et de neurones RM-off dans le grille périaqueducal ventrolatéral. Le sommeil peut être mesuré à l'aide d'un certain nombre de paramètres, notamment les paramètres de continuité du sommeil, les paramètres de profondeur du sommeil et les paramètres du sommeil paradoxal. Les paramètres de la continuité du sommeil comprennent la latence d'endormissement, le réveil après l'endormissement, la durée totale du sommeil et l'efficacité du sommeil. Les paramètres de la profondeur du sommeil comprennent les quantités totales et relatives de sommeil de stade N3 et le ratio de sommeil delta. Les paramètres du sommeil paradoxal comprennent la latence du sommeil paradoxal, la quantité totale et relative de sommeil paradoxal et la densité du sommeil paradoxal. La latence d'endormissement ou sol est décrite comme le temps nécessaire pour passer de l'état de veille au sommeil une fois les lumières éteintes et elle est généralement inférieure ou égale à 30 minutes. L'augmentation de la latence d'endormissement supérieure à 30 minutes suggère des difficultés d'initiation du sommeil. Le réveil après l'endormissement, ou WASO, est défini comme la durée d'éveil après l'endormissement. En règle générale, le WASO doit être inférieur ou égal à 30 minutes. Une augmentation du WASO de plus de 30 minutes suggère des difficultés de maintien du sommeil. Il n'y a pas de seuil spécifique pour le temps de sommeil total. Toutefois, une durée totale de sommeil supérieure à 6,5 heures est généralement considérée comme suffisante. Les personnes qui ont besoin de dormir moins de 6 heures sont considérées comme des petits dormeurs et celles qui ont besoin de dormir plus de 9 heures sont considérées comme des grands dormeurs. L'efficacité du sommeil est définie comme le pourcentage de temps passé à dormir par rapport au temps total passé au lit. La valeur normale de l'efficacité du sommeil est égale ou supérieure à 85%. Par exemple, une personne qui a réellement dormi 6,5 heures et qui est restée au lit pendant une période de 7 heures aura une efficacité du sommeil de 92%. Les paramètres de la profondeur du sommeil comprennent les quantités totales et relatives du stade N3 du sommeil, qui est également le sommeil profond et réparateur, soit 15 à 20% chez les adultes. Il est à noter que le stade N3 du sommeil diminue avec l'âge et qu'il est réduit à un total de 10% chez les personnes âgées. Le rapport de sommeil delta est défini comme le rapport entre le sommeil à ondes lentes de la première période non-REM et le sommeil à ondes lentes de la deuxième période non-REM. Les schémas de sommeil normaux se caractérisent par une activité à ondes lentes élevée au cours de la première période de sommeil non paradoxal, suivie d'une diminution de l'activité à ondes lentes au cours des périodes successives de sommeil non paradoxal, ce qui explique le ratio normal de sommeil delta supérieur à 1,1. Les paramètres du sommeil paradoxal.
La latence REM est définie comme le temps qui s'écoule entre le début du sommeil et le début du premier épisode REM. Elle est généralement supérieure à 80 minutes. La quantité totale et relative de sommeil paradoxal est de 20 à 25% chez les adultes. La densité REM est définie comme le nombre de mouvements oculaires par minute pendant le sommeil paradoxal phasique et est généralement de 9 à 12 mouvements oculaires par minute. Les troubles du sommeil dans le trouble dépressif majeur sont associés à des anomalies dans les paramètres de continuité du sommeil, de profondeur du sommeil et de sommeil paradoxal, comme nous le verrons dans la section suivante. Point clé. Le cycle veille-sommeil est principalement régulé par deux processus, à savoir le processus circadien et le processus homéostatique de commande du sommeil, appelé processus C et processus S. Les troubles dépressifs majeurs ont été associés à un dérèglement des processus C et S. Divers neurotransmetteurs impliqués dans la pathophysiologie de la dépression régulent les états de veille et de sommeil, contribuant ainsi aux troubles du sommeil dans le trouble dépressif majeur. Le sommeil normal se divise en sommeil non paradoxal et en sommeil paradoxal. Le sommeil normal peut être mesuré à l'aide des paramètres de continuité du sommeil, de profondeur du sommeil et de sommeil paradoxal, qui sont tous altérés dans le trouble dépressif majeur.